Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode du podcast Outrospection. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Adada. Pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média spécialisé dans la communication et le marketing au Luxembourg et cet épisode sera disponible sur adada.lu, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil après cette écoute. Aujourd'hui en tout cas, je suis super ravie de vous retrouver puisque je suis bien en bonne compagnie. Et oui, j'ai le plaisir de retrouver une nouvelle invitée aujourd'hui, voilà, après une petite traversée du désert en solo, à faire des épisodes toute seule. Je vais pas faire plus longtemps du teasing, puisqu'aujourd'hui c'est Livia Montini du studio Fame qui m'accompagne. Bonjour Livia. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, je pense que c'est une période un petit peu particulière pour tout le monde, mais on garde le sourire. Carrément, puisqu'en fait on enregistre à distance, donc voilà, on est dans la distanciation sociale, on respecte les précautions, en tout cas jusqu'au déconfinement, mais on avait quand même envie de se voir, donc on fait cet entretien à distance virtuellement, et puis on enregistre chacune de notre côté, et je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, puisque voilà, la configuration c'est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas la solution la plus facile. Non, en effet, on a dû faire quelques tests avant, mais je pense qu'on va bien s'en sortir. Et j'espère aussi. On va commencer tout de suite, comme tu le connais peut-être, la tradition du podcast avec la citation de l'invité. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir justement toujours en ouverture une petite citation qui parle à notre invité du jour et que tu puisses justement nous expliquer pourquoi cette citation te parle. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose ? Alors, écoute, il y a pas mal de choses qui peuvent retenir mon attention de manière générale, mais j'en ai choisi une particulièrement par ces temps un peu spéciaux, qui serait tout simplement le mot respire. Respire pour faire une pause, respire pour faire de l'espace, respire pour reprendre le courage d'aller plus loin. Ou tout simplement pour faire du bien à son corps. Top. Est-ce que toi, tu pratiques des exercices de respiration, des choses comme ça en particulier ? C'est particulièrement pour ça aussi que je l'ai choisi, parce que il est vrai que j'ai tendance à justement ne pas suffisamment respirer, et c'est vraiment une chose qui fait énormément de bien quand on se rend compte que parfois on a passé toute une journée à courir à gauche à droite, à faire plein de choses, même simplement en restant à la maison, et puis on a cette bouffée d'air dont on a besoin tout d'un coup, et en ayant une attention particulière au fait de respirer ces derniers jours, je me rends compte à quel point ça fait énormément de bien, et donc c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place de manière plus consciente. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est aussi la raison pour laquelle je parle pas mal de méditation, c'est parce que moi je suis pas non plus une pro de la respiration, je respire on va dire de manière vitale, mais c'est vrai que être consciente de ma respiration, je ne fais pas plus que ça, et depuis que j'ai commencé la méditation, c'est vraiment un truc que je commence à comprendre, et c'est super utile aussi dans la vie de tous les jours, puisque moi j'ai souvent des montées d'angoisse, des petits pics comme ça là où d'un coup ça te prend à la gorge, et c'est vrai que dans ce cas-là, être capable de bien respirer, de comprendre comment respirer, ça aide énormément. Oui, voilà, c'est exactement ça. Le simple fait de respirer, ça fait vraiment énormément de bien, simplement pour se recentrer et se calmer quand c'est nécessaire, mais aussi tout simplement pour profiter des petits moments de la vie. Tout à fait. Eh bien écoutez, prenez une bonne respiration, on continue dans cet épisode puisqu'on va un petit peu parler de toi pour que les auditeurs du podcast apprennent à te connaître. Donc je l'ai dit, toi, ton prénom c'est Livia. Attention, ce n'est pas Olivia, il n'y a pas de O, c'est Livia. Hein ? Non, voilà, c'est ça. Quand je dois me présenter à une nouvelle personne, je dois toujours donner l'explication. Donc c'est Livia, comme Olivia, mais sans le O. Exactement. Et donc toi, Livia, tu es à la tête du studio Fame depuis maintenant quasiment 4 ans, donc 3 ans et demi, on peut dire déjà ? Oui, voilà, c'est ça. On a fêté nos 3 ans en fin d'année dernière. Ouais, donc qui est, on peut le dire, un studio graphique, si je peux le résumer ou Oui, c'est ça, ouais. Studio graphique, de communication évidemment en général, mais vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est le graphisme pur. Très bien. Donc vous êtes au Luxembourg, maintenant même à Luxembourgville. Tout à fait. Et donc toi, tu es à la tête de ce studio qui compte aujourd'hui, on va dire 2 membres. Vous êtes officiellement un petit duo, un binôme, avec Delphine qui travaille à tes côtés. Si on peut revenir un petit peu sur la genèse, toi tu t'es lancée il y a, on l'a dit, un petit peu plus de 3 ans. Et à la base, tu viens d'où ?
Alors, à la base, je viens personnellement de la région de Charleroi. En Belgique? En Belgique, tout à fait. J'ai étudié du côté de Namur, de Mons. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Bruxelles et j'ai eu l'opportunité d'avoir un job ici à Luxembourg. Et j'ai saisi cette opportunité, ce qui m'a amenée en fait à rester finalement dans le coin depuis maintenant presque 10 ans. Ok, très bien. Et donc, avant de te lancer, tu as eu toutes ces expériences en Belgique et au Luxembourg. Tu travaillais où, dans des agences ? Voilà, c'est ça. Donc, après mes années d'études, j'ai commencé avec tout de suite un poste de directrice artistique dans un petit studio à Bruxelles. Oui. C'était une super formation parce que c'est un poste dans lequel j'ai dû tout de suite affronter toutes les facettes du métier créatif. Donc j'en ai un très bon souvenir. Ils m'ont vraiment laissé l'opportunité d'avoir, dès ma sortie de formation, un poste assez capital finalement, ce qui m'a permis par la suite de postuler aussi à des postes plutôt de directrice artistique et d'arriver à avoir ce genre de poste dans des agences ici au Luxembourg. Et donc en 2016, quand toi tu décides de lancer Fame, est-ce que c'était une évidence dès le départ ? Est-ce que toi tu viens d'une famille d'entrepreneurs, de gens qui ont lancé leur propre business ? Non, pas du tout. C'était absolument pas une évidence. J'aurais peut-être même pas parié être indépendante un jour. Donc c'est avec, on va dire, l'impulse d'un ami, donc de Nourdine d'Explose, que l'idée s'est faite petit à petit. Et puis, fin 2016, on a lancé le projet avec le soutien de Nourdine et Romuald de chez Explose, justement. On leur fait un petit coucou aussi s'ils nous écoutent. Oui. On connaît un petit peu, hein, voilà, soit dit en passant. Ok, super. Donc, tu décides en fait de te lancer dans cette aventure, d'avoir ton propre studio et donc de gérer tes propres clients. Tu as évidemment du support et des conseils de la part d'autres personnes qui l'ont déjà fait avant toi et donc sur lesquels tu peux te reposer. Est-ce que toi, tu savais un petit peu comment attaquer ça quand tu es arrivé dans ce business ? Est-ce que tu savais comment avoir tes premiers clients ou comment est-ce que tu t'es mis en jambe, on va dire ? On n'a évidemment absolument aucune réponse quand on se lance dans ce genre d'aventure et particulièrement quand on a été formé à plutôt un métier créatif. On n'est absolument pas du tout formé à de la gestion d'entreprise. Quand on commence d'abord petit, donc on fait face aux projets un peu comme ils viennent. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé eu la possibilité de gérer justement des projets de A à Z. Ça veut dire que quand je me suis retrouvée seule face à moi-même dans Fame Studio, je savais déjà comment aborder un projet depuis la prise en main d'une offre pour le client jusqu'à la mise en place de tout le reste du projet, de la phase créative jusqu'à la facturation, pour être très pied-à-terre. Ouais, c'est sûr que cette partie-là, elle n'est pas à négliger, évidemment. Ok, très bien. Et donc, quelles étaient tes plus grosses craintes au moment où tu t'es lancée, justement ? Comme tu l'as évoqué dans ta première question, en effet, la plus grosse crainte, c'est de pas se trouver suffisamment de projets ou de clients. Et puis, la crainte de pouvoir gérer toutes les facettes, quoi. Les facettes administratives, les facettes créatives, au milieu des deadlines qui sont imposées, etc. J'ai eu la chance en commençant de pouvoir avoir mon premier client assez rapidement, qui est Julien Lapraille. Donc Julien qui avait participé à l'émission Top Chef et qui a commencé à s'installer dans la région en proposant ses services de chef à domicile et qui a aujourd'hui bien développé son projet. Ah, c'est super ça. Et justement, c'est un projet qui s'est fait parce que tu le connaissais en dehors, ou est-ce que c'est toi qui es parti le démarcher, ou c'est lui qui est venu te démarcher parce qu'il savait que tu lançais ton studio ? Comment ça s'est passé ? Il m'avait déjà contacté avant que je lance le studio pour me faire une petite demande comme ça d'un petit logo. On s'est rencontrés en fait via un couple d'amis
Ok, d'accord. d'accord. Je fais un petit coucou au passage aussi. Donc, comment il s'appelle? Aude et Pierre-Henri. Ok, gros bisous à Aude et Pierre-Henri. Voilà, et grâce à eux, on était amis, Julien et moi, avec Aude et Pierre-Henri, et on s'est rencontrés, et puis voilà, ça a créé aujourd'hui cette relation commerciale d'une part, mais avec aussi une grande confiance par rapport au projet et aux mises en place, donc voilà. Ah, c'est top. Pour ceux qui ne connaissent pas Fame, si on peut peut-être un petit peu recontextualiser, que tu nous expliques un peu dans quoi tu te spécialises, parce que voilà, moi je pense que Luxembourg, le pays est petit, mais c'est pas pour autant qu'on connaît toutes les agences qui petit à petit se créent et les studios, parce que finalement il y a plein de belles choses qui se font, mais qui bénéficient pas toujours de la visibilité des grandes agences. Donc j'aimerais un petit peu que tu nous expliques, voilà, dans quoi toi tu te spécialises et qu'est-ce que c'est vraiment Fame. Alors notre spécialité, on va dire, ce qu'on aime faire au quotidien, c'est la création d'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est pas uniquement un logotype, c'est vraiment tout l'univers qui va caractériser les différents projets des personnes qui viennent nous voir. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on aime faire et le point sur lequel on voudrait être connu et reconnu, mais c'est aussi la création et la conception des supports plutôt physiques de communication, évidemment. Et donc, ça passe par quoi, cette identité visuelle ? En gros, tu disais, c'est pas simplement un logo, mais comment ça va s'illustrer très concrètement ? Comment ça va s'illustrer ? En déterminant, par exemple, un schéma de couleurs qui répond à certaines valeurs ou à certains codes bien spécifiques d'un projet, mais également à travers un choix de typographie et pour aller plus loin, au travers d'une sélection d'images ou d'illustrations qui vont vraiment avoir un caractère propre à l'identité qui aurait été développée. Pour aller encore un pas plus loin, il y a aussi un peu tout le wording autour du projet qui peut être développé en accord avec tout le concept de base du projet. Oui, c'est vrai que toi, tu te spécialises aussi pas mal dans cet aspect-là où finalement, t'as pas mal de clients qui viennent aussi chercher chez toi un petit peu ces petits éléments, on va dire, très orientés en fait sur le wording. Je repense à Julien Lapraille que tu citais au départ, puisque Julien, en tant que chef, a lancé pas mal de produits dérivés, il me semble, et tu l'as aussi pas mal accompagné finalement dans son positionnement et dans la manière dont il présente un petit peu la particularité de sa cuisine et de son savoir-faire, parce que j'ai le souvenir qu'il avait fait du jean, qu'il faisait pas mal de choses. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, particulièrement ce qui a été développé pour Julien, c'est sa baseline tout simplement. Donc sa baseline, c'est la cuisine authentive. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est évidemment créer des nouveaux mots, en fait, jouer avec la langue à travers des jeux de mots bien entendu, mais aussi la création de nouvelles expressions ou de nouveaux mots. Donc voilà, pour Julien, c'est un bon exemple. On avait créé la cuisine authentive, qui est une contraction de l'authentique et créative. Voilà. Ok, ouais. Qui représente bien le personnage. Pour ceux qui connaissent pas ce chef, juste taper dans Google Julien Lapraille. Je suis sûre qu'on peut trouver genre sur YouTube les meilleures punchlines de Julien Lapraille à Top Chef. Je suis sûre que ça existe. Peut-être, oui. Parce qu'il a un sacré franc-parler et puis c'est quelqu'un d'assez orienté sur de la cuisine très, très authentique, des bons produits, etc. Donc c'est vrai que toi, dans ton process, tu vas vraiment jusqu'à essayer de calquer l'identité ou le résultat final avec la personnalité aussi. Dans son cas, c'est lui qui est la société, mais c'est vrai que dans le cas d'une marque ou d'un produit, c'est exactement la même chose, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est vraiment typique, évidemment, ici, puisqu'on parle vraiment d'une personne, d'un personnage, mais c'est un peu ce qu'on essaye d'appliquer dans chaque projet, c'est-à-dire qu'on va déterminer un peu la carte d'identité de la personne, du projet, de ce qu'elle veut transmettre à travers cette création. Et voilà, avec cette carte d'identité, on va se servir des mots-clés, des choses qui doivent en ressortir pour pouvoir élaborer une identité visuelle vraiment personnelle et un univers vraiment personnel. Et c'est vrai que chez vous, vous allez aussi, au-delà de ça, j'ai vu pas mal, puisque je suis aussi le compte Fame sur les réseaux. D'ailleurs, on mettra les liens aussi à la fin pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Mais vous êtes aussi très orienté sur le papier, j'ai remarqué.
Oui, vous faites vraiment un vrai travail autour de comment une identité aussi se ressent dans le papier. Et ça, je trouve que c'est un truc que beaucoup de clients ont tendance à sous-estimer. Évidemment, je peux le comprendre parce que parfois, pour des raisons aussi budgétaires, un beau papier, ça coûte pas le même prix que l'entrée de gamme. Mais c'est vrai que chez vous, c'est aussi un parti pris que de dire, voilà, l'identité, faites-nous confiance. Dans le choix aussi du papier, ça doit être quelque chose qui se retrouve également. En effet, ça me permet de compléter ta question précédente sur le comment élaborer un univers et une identité visuelle propre. Donc c'est vrai qu'on essaye d'apporter à chaque client un choix de matériaux vraiment adaptés au projet. Il y a une quantité astronomique de types de papier disponibles sur le marché et c'est vraiment trop dommage de systématiquement aller vers la même sélection alors que il y a une multitude de choix qui s'offrent à nous et qui nous permettent d'être d'autant plus précis et d'apporter d'autant plus de spécificité au projet. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément se le permettre avec chaque client, avec chaque projet, mais on essaye en tout cas de le proposer systématiquement. Ouais, ça c'est top. Moi je trouve qu'on voit vraiment la différence. D'ailleurs, vraiment, j'invite les personnes qui écoutent le podcast à aller vraiment jeter un coup d'œil sur votre Instagram parce que vous balancez pas mal de projets. Et c'est vrai que sur ces derniers temps, j'ai trouvé le fait que vous ayez eu certains de vos clients qui vous fassent confiance là-dedans, super cool parce que le résultat est d'autant plus impressionnant et d'autant plus chouette parce que le papier est différent, parce que c'est singulier, parce qu'on a pu se permettre, je sais pas, du fluo ou alors un style très multicolore, etc. Donc, est-ce qu'on aborde de la même manière un petit client, un artisan ou quelqu'un qui est indépendant et un client qui est plutôt un organisme public ou privé ou de l'État ou une grosse boîte? Personnellement, je le fais pratiquement de la même manière. Ouais, ok. Ouais, le processus, pour moi, il est relativement similaire. Si on rentre un peu dans le détail, voilà, dans ta méthode de travail, toi, comment est-ce que tu abordes un nouveau projet, un client qui vient avec un besoin, généralement, s'ils ont bien fait les choses, avec un brief. Ouais. Comment est-ce que tu rentres vraiment dans le vif du sujet pour pouvoir aider cette personne au mieux? Comment ça se passe chez vous? Le tout premier point qui est important pour nous, c'est la rencontre et l'échange. Donc, bien sûr, il peut y avoir une pré-étape où on va devoir réaliser le devis, mais pour moi, le tout premier step d'un projet, c'est de se rencontrer autour d'une table, d'échanger et d'identifier les besoins avec un réel échange humain. Ce qui est un petit peu compromis ces derniers temps, mais on essaye de le faire. Ouais, tu le fais quand même à distance en ce moment? Ouais. Oui, on l'a mis en place, bien sûr, malgré le télétravail. On a mis en place des réunions à travers des plateformes connues comme Zoom ou Skype, ouais. Ce qui nous permet de nous retrouver malgré tout pour pouvoir échanger de vive voix sur les projets. C'est une partie... Ça, c'est votre indispensable. Ouais, c'est votre étape, on va dire, primordiale. Oui, c'est vraiment l'étape primordiale et indispensable pour commencer quelque chose, ouais. Et par exemple, justement, je te coupe juste un instant. Si moi, je suis un client, je te dis, ok, je te rencontre, mais moi, je veux juste un logo. Donc, on s'est rencontrés, maintenant, est-ce que tu peux faire mon logo? Qu'est-ce que tu me réponds? Non. Je réponds, vous n'en avez pas besoin, madame. Bonne journée. Juste un logo, oui, c'est possible aussi, évidemment, mais le processus derrière reste le même. C'est-à-dire qu'on va d'abord devoir réaliser ensemble cette sorte de carte d'identité où on va déterminer les valeurs et le fond du projet. Ça aide aussi très certainement parfois le client à se poser les bonnes questions sur la mise en place de sa nouvelle entreprise ou de son événement ou autre. Donc voilà, ça commence avec des questions de base comme qui sommes-nous, que faisons-nous, comment le mettons-nous en place. C'est des questions vraiment clés mais importantes qui peuvent sembler faciles mais qui demandent quand même une certaine concentration pour pouvoir y apporter les réponses justes en fait. C'est ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir en ressortir les valeurs et les mots-clés
qui vont être transformées ensuite en symbolique visuelle, tout simplement, par nos soins. Ok, d'accord. Donc en fait, à l'issue de vos différents entretiens avec vos clients, vous arrivez à extraire en fait des choses qui vont être, on va dire des éléments de langage ou des choses très clés qui appartiennent à ce client ou à ce projet. Et à l'issue de ça, vous travaillez sur cette base-là pour pouvoir, on va dire, transmettre ça ou le transformer en un résultat visuel. Voilà, tout à fait. Bon, il y a d'autres étapes entre eux, évidemment, qui interviennent, comme simplement la documentation sur la thématique à traiter, regarder un peu ce qui se fait par d'autres, chez d'autres, dans la thématique, mais aussi dans des thématiques annexes peut-être, pour pouvoir élargir un peu le champ de vision. Et puis, suite à cette discussion de base, à ces recherches de base, on va commencer petit à petit à mettre les choses en place graphiquement. Ok. Et donc, quand vous avez mis en place ça graphiquement, ça s'illustre comment en fait? Est-ce que c'est directement de la création ou est-ce que c'est plutôt vous passez par une sorte d'étape un peu mood board ou comment est-ce que vous opérez là-dessus? Ça peut dépendre des projets. En termes de création de logo, on va attaquer les choses concrètement. Mais on va toujours apporter les éléments tout doucement au client, en présentant peut-être d'abord le type de typographie vers lequel on souhaite partir, puis des couleurs, puis un univers peut-être pictural, à travers là en effet un mood board, puisqu'on n'a pas toujours l'opportunité de réaliser un shooting photo lors du pré-projet, quoi. Ouais, donc en fait votre astuce, on va dire, c'est de faire les choses par étapes. Donc si un client il vient et vous dit je veux un logo, c'est pas nécessairement de lui montrer tout de suite le résultat en disant voilà votre logo, on a bossé dessus, mais plutôt essayer de lui faire comprendre petit à petit comment est-ce qu'on arrive à ce résultat à travers d'autres éléments additionnels qui ne sont pas de l'ordre du logo, mais qui peuvent petit à petit lui faire comprendre pourquoi vous avez pris cette direction. Tout à fait. Ok. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir, on va dire, revoir ta copie de manière répétée sur un seul et même projet et d'arriver et d'être à court d'idées? Alors, en fait, par chance... non, sauf erreur de ma part. Je ne me souviens pas que ce soit arrivé depuis la création du studio. Notamment, je pense, parce qu'on prend le temps de vraiment bien comprendre les choses, de bien établir cette carte d'identité et d'amener les éléments par étapes. Donc je pense que ça permet de limiter, on va dire, les éventuelles erreurs qui pourraient être commises. Oui. Bien entendu, ça pourrait toujours arriver, auquel cas on se remet en question, on essaye de comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne passe pas chez le client pour pouvoir refaire une nouvelle proposition dans ce cas-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, avec mes propres clients, j'ai toujours essayé de les sensibiliser un maximum sur cette phase, on va dire, préparatoire, qui est tout aussi importante que le résultat final, puisque plus on prépare bien cette phase-là, plus on a d'informations et on se nourrit de ça, et plus on est capable de venir vraiment avec des solutions qui vont être adaptées. Je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais pour moi, c'est un petit peu comme quand tu dates quelqu'un pour la première fois. Tu sais pas ce que cette personne elle aime, tu ne connais pas son vécu. Et donc si tu la rencontres brièvement, ça matche bien le premier rendez-vous et puis le deuxième, admettons, tu veux lui faire plaisir, tu ramènes, je sais pas, des fleurs et que cette personne-là, elle a horreur des fleurs, elle déteste, etc. C'est déjà un faux pas. Parce que Exactement. Tu te dis, mais mince, allez, je prends le cas d'un mec, je dirais, mince, il est à côté de la plaque, j'aime pas les fleurs. Mais en même temps, il m'a pas demandé et en même temps, je lui ai pas dit. Donc, au final, on part direct du mauvais pied, en fait. Et donc, moi, je vais être beaucoup plus méfiante et je vais beaucoup moins me laisser aller avec cette personne parce que je vais me dire, ouais, non, j'ai l'impression qu'il me cerne pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que c'est un parallèle, on va dire, très, très, très simple, mais c'est comme ça dans toutes les relations humaines, y compris les relations professionnelles, y compris les relations avec des prestataires externes qui deviennent, en fait, in fine, surtout dans le cadre de ce que vous faites vous, des vrais partenaires, en fait. Vous êtes une extension de leur équipe, donc en réalité, vous avez à 1000% besoin de cette relation qui doit naître progressivement et justement de ce temps-là, quoi. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça, t'as mis les mots, on devient en fait des partenaires plutôt qu'une simple relation, on va dire client-fournisseur de services. Oui. C'est vraiment la collaboration et le partenariat qui est mis en avant et c'est à ça que servent évidemment les premières rencontres pour la mise en place.
Est-ce que tu trouves que c'est encore dur de faire comprendre l'intérêt de ces étapes-là à des potentiels clients? Est-ce que tu en as des fois qui te disent « Ah non, mais moi, j'ai pas envie de payer pour cette partie-là » parce que souvent, il y en a qui pensent que cette phase de découverte est gratuite, qu'elle devrait être gratuite et que ce qu'on te demande, c'est de faire un logo, d'accord? Donc, est-ce que tu trouves que c'est difficile encore pour certains clients de comprendre cet aspect-là? Je pense que ça dépend de la manière dont c'est amené. Jusqu'ici, on n'a pas rencontré de difficultés particulières pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, ça, c'est top. En tout cas, je vous souhaite vraiment de continuer à avoir des clients comme ça qui comprennent, parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats, hein, très sincèrement. Moi, je l'ai toujours dit, hein, si tu travailles dans la confiance et tu fais confiance à tes partenaires, ben, ils auront envie de se donner encore plus. Et si tu passes ton temps à questionner chaque chose qu'ils mettent en place ou à être beaucoup dans un rapport de force, forcément ça va pas bien se passer, quoi. Et c'est dommage, hein, parce que les clients, ils mettent de l'argent pour ces choses-là, donc c'est quand même dans leur intérêt aussi que les choses se passent bien. Mais bon, après ça, c'est vraiment au client, on va dire, au cas par cas. Voilà, exactement, le cas par cas. Et du coup, on arrive tout doucement sur la fin du podcast et je me demandais un petit peu si tu avais des choses à partager avec nous, je sais pas, hein, des lectures, des comptes Insta ou Pinterest, je sais pas, que tu suis, ou bien des sites qui t'aident au quotidien, ou alors dont tu te nourris en termes d'inspiration. Oui, alors il y a pas mal de comptes Instagram, évidemment, de différentes agences que j'apprécie et qu'on apprécie avec Delphine également. Qu'on consulte régulièrement pour rester à jour un peu avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Il y a notamment Graphéine qui développe pas mal en fait ses projets sur son site internet. Donc c'est vrai que c'est un site internet qu'on consulte assez bien pour voir comment améliorer en fait nos projets, comment les amener encore au mieux. Ensuite, il y a pas mal d'autres inspirations en termes de design, de graphisme ou encore de typographie qu'on apprécie énormément aussi, comme le compte Instagram de Violaine et Jérémy par exemple. Ok, top. Je mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Même moi, je les connais pas, donc j'irai regarder avec plaisir. Voilà, il y a aussi la graphiste Fanette Mélier qui fait un super boulot. Les Graphiquants ou encore Multiplo Studio. Ok, pour n'en top. citer que donc toi, ouais, c'est génial. Donc toi, c'est un peu ta base, c'est tes comptes sûrs sur lesquels tu peux te reposer si tu cherches un peu d'inspi ou tu veux voir tout simplement ce qui se fait ailleurs. Voilà. Ok, tip top. Alors dis-nous un petit peu, Livia, avant de se quitter, ce que nous on peut te souhaiter pour la suite. Disons que dans la conjoncture actuelle, pas rien qu'à moi, mais à tout le monde, espérer que la reprise soit bonne et qu'on puisse continuer à tous exercer nos métiers qu'on exerce surtout, je pense, par passion. Je te remercie en tout cas, Livia, d'avoir accepté mon invitation, parce qu'on devait faire ça depuis un petit moment et on a trouvé finalement cette configuration particulière, mais je suis quand même ravie que tu aies accepté, qu'on ait pu le faire aujourd'hui. Moi, je te remercie d'une part d'avoir pensé à nous et puis de m'avoir laissé la parole. Avec grand plaisir. Je remettrai tous les liens donc vers vos comptes sur les réseaux sociaux, Fame, voilà, et puis aussi des adresses si ça vous intéresse de contacter Livia et Delphine, donc qui sont du studio, pour tous vos projets, pour tous vos besoins, pour toutes vos questions. Voilà, elles sont là, elles sont dispo, elles sont top et gentilles comme tout. Donc voilà, s'il y a un projet créatif, vous savez qu'elles répondent présentes. Il n'y aura pas de souci. Et voilà, moi je vous souhaite encore beaucoup de réussite. Vous savez bien, je vous suis les filles et je suis votre travail et je vous félicite pour ça. On se retrouve très 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 bientôt dans un nouvel épisode. J'espère aussi, Livia, avec toi peut-être la prochaine fois. Peut-être que j'y ai pris goût. Comment? Peut-être que j'y ai pris goût. Ah oui, peut-être bien. Mais en tout cas, voilà, merci de t'être prêté au jeu. Je vous remercie aussi pour votre écoute, de nous avoir écoutés en tout cas jusqu'ici. À très 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 bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao!